Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GoCRPE. Aujourd'hui, mathématiques et didactique, nombres et opérations. En maternelle, on va commencer à introduire les opérations sans toutefois passer par l'abstraction mathématique et la symbolisation. Pour cela, l'une des solutions possibles va être la manipulation de petites quantités. Pour vous donner un exemple, le professeur peut mettre quelques jetons dans un sac, ajouter ou soustraire une partie de ces jetons et demander aux élèves le résultat qu'ils pensent juste. Les élèves peuvent alors compter sur leurs doigts pour proposer un résultat ou éventuellement, s'ils sont un peu plus avancés, compter dans leur tête. En maternelle, on va également effectuer quelques comparaisons en employant l'expression plus ou moins que. Quelques cas d'usage, il y a plus de garçons que de filles dans la classe, ou encore il y a plus de présents que d'absents. À adapter évidemment selon le contexte. L'objectif reste de donner du sens aux apprentissages, tout ce qui est parler d'addition, de soustraction, multiplication, division, ou encore des symboles plus, moins, égal, fois, divisé, seront abordés plus tard à l'école élémentaire. On va parcourir maintenant les typologies des différents problèmes des opérations existantes, donc l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ainsi que la progression d'apprentissage tout au long de l'école élémentaire. Pour commencer, on va voir la classification des problèmes additifs. Celle-ci a été conçue par Gérard Vergniaud. C'est un psychologue et didacticien français qui est renommé pour ses recherches, tant sur le plan de la didactique, notamment en mathématiques, mais également au sein du monde de l'entreprise. Donc dans cette classification, l'une des premières typologies de problèmes additifs est la relation état initial, transformation, état final. C'est un peu comme une transformation chimique, on part d'un premier état, c'est-à-dire par exemple j'ai 6 bonbons, d'une transformation, on m'en donne 2, à l'état final, combien j'ai de bonbons maintenant, j'en ai 8. En l'occurrence, avec un élève, on va pouvoir travailler en donnant 2 données sur les 3. J'ai 6 bonbons et on m'en donne 2, mais en neige. Ou encore, j'ai 6 bonbons, on m'en a donné, maintenant j'en ai 8, combien m'en a-t-on donné? Et à chaque fois, on va chercher à retrouver la troisième donnée, donc ou bien l'état initial, ou bien la transformation, ou bien l'état final. À noter que cette typologie de problèmes additifs est évidemment en lien avec tous les problèmes de soustraction, puisque dans l'un des exemples que j'ai pu vous donner, on se retrouve sur une addition à trous, donc une soustraction indirecte. Un deuxième type de problème additif, ça va être la relation partie-partie-tout. On partage une collection d'objets en 2 parties et on cherche à retrouver l'une des parties ou le tout. Alors, toujours dans la classification des problèmes additifs de Gérard Vergniaud, on va avoir la comparaison quantifiée d'un référé à un référent. Par exemple, si je dis j'ai 2 bonbons de plus que mon frère, il en a 7, l'une des questions que l'on pourrait se poser est combien ai-je de bonbons? Et inversement, j'ai 2 bonbons de moins, ou mon frère a plus de bonbons que moi, etc. Autre type de problème additif, la composition de 2 transformations. Cette fois-ci, j'ai 5 bonbons, maman me donne 6, mon frère m'en prend 2, c'est 5 bonbons, plus 6 bonbons, moins 2 bonbons. Et on cherche par exemple combien de bonbons est-ce que j'ai gagné ou perdu, ou alors le résultat total. On n'est pas nécessairement obligé de passer par le résultat intermédiaire qui serait 5 plus 6, donc 11 bonbons, puis de faire 11 moins 9. 11 moins 2, pardon. Alors maintenant, la composition de 2 relations. Encore là, un nouvel exemple. Si j'ai 2 bonbons de plus que mon frère et que mon frère a 4 bonbons de moins que ma sœur, qui a le plus de bonbons? L'idée est de réfléchir par rapport à une double comparaison. Et enfin, dernier type de problème additif, la transformation d'une relation. Si je dois rendre 7 bonbons à mon frère,
mais que je lui donne un paquet de 15 bonbons. Quelle est la nouvelle situation? En l'occurrence, je lui ai donné 8 bonbons, donc il m'en doit 8. Alors, maintenant qu'on a vu la classification des problèmes additifs, on va voir de quelle manière l'addition et la soustraction sont abordées à l'école élémentaire. Donc, je le répète, à chaque fois, l'addition et la soustraction sont plus ou moins enseignées en même temps, du fait que l'un est un peu l'opposé de l'autre et qu'on peut déduire facilement le résultat d'une soustraction à partir d'une addition et inversement. Première étape, avant toute chose, comme en maternelle, on cherche à donner du sens. Pour donner du sens aux opérations, la première étape, ça va être de résoudre des problèmes. Un petit exemple pour le montrer. Dans un sac, le professeur dépose 5 jetons. Il dit à ses élèves qu'il souhaite avoir 8 jetons. Combien de jetons les élèves vont-ils rajouter? Les élèves vont réfléchir, peut-être compter sur leurs doigts 5 jetons comme les 5 doigts de la main. Il en manque 1, 2, 3 sur l'autre main pour en avoir 8. Et le professeur va chercher à comprendre la démarche de l'élève. Un autre exemple que j'ai vu sur internet, par exemple, faire trier des petites bandes dessinées qui représentent des soustractions ou des additions aux élèves. Par exemple, il y a 2 oiseaux sur la branche et l'un des oiseaux s'envole, donc il n'en reste qu'un. Une fois que les élèves commencent à bien comprendre le sens de l'addition, de la soustraction, de ce que signifie rajouter ou enlever des objets, on va pouvoir introduire les symboles plus et moins, et je ne l'ai pas noté, mais également le symbole égal. Une fois que les élèves ont compris le sens des opérations et qu'ils commencent à assimiler la symbolisation associée, en l'occurrence le plus, le moins et le égal pour l'addition et la soustraction, on va travailler à la validation des prérequis. Pour cela, on va travailler par exemple les groupements par dizaines ou encore la somme de nombres inférieurs à 10 qui va permettre de construire la table d'addition. On va remarquer sur cette table d'addition le décalage ligne par ligne des unités et également que la principale diagonale, celle du centre, constitue la table de 2. Dans les prérequis également, on va bien faire attention à comprendre le sens de la soustraction, en l'occurrence le reste. Si j'ai 5 bonbons, que j'en enlève 3, combien m'en reste-t-il? L'écart ou la différence. L'écart est ce qui va permettre de calculer un manque. Par exemple, j'ai 5 bonbons mais je souhaiterais en avoir 8, combien m'en manque-t-il? Enfin, un exemple de calcul d'une différence serait un peu une comparaison de taille. Par exemple, je mesure 165 cm, mon frère en mesure 175. Quelle est la différence de taille entre nous deux? Dernière étape, une fois qu'on a bien compris les bases de l'addition et de la soustraction, ça va de la construction des techniques opératoires, c'est-à-dire poser une addition, poser une soustraction par exemple. Si je détaille un petit peu plus sur cette slide les soustractions, on peut les voir de 3 manières. Première manière, l'addition à trous. Ça facilite le lien entre l'addition et la soustraction. En revanche, le résultat de la soustraction se trouve au milieu de l'addition. Donc c'est pas forcément évident puisqu'il n'est pas de l'autre côté du signe égal. La méthode par emprunt va consister à échanger des dizaines avec des unités. C'est la méthode qu'on utilise pour soustraire des durées, mais c'est pas la méthode qu'on utilise habituellement en France. Quand il y a certains zéros qui interviennent lors des échanges, ça peut également un petit peu perturber l'élève. Et la dernière méthode, c'est la méthode par compensation, celle qu'on utilise en France, avec des retenues qui peuvent être un petit peu compliquées parfois à expliquer, mais dans mon livre, ils expliquent que l'utilisation d'une comptine à réciter peut aider. En l'occurrence, il y a également des enseignants qui proposent des petites histoires pour expliquer comment fonctionne la soustraction avec retenue.
Maintenant qu'on a vu la manière dont l'addition et la soustraction sont introduits à l'école élémentaire, on va passer à la multiplication. Là encore, une petite classification des problèmes multiplicatifs pour commencer. Donc, on peut voir la multiplication de deux façons. Première façon de voir la multiplication, l'addition réitérée. Par exemple, 3 fois 5, ça fait 5 plus 5 plus 5, ou 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est relativement pratique et facile pour introduire l'idée de multiplication. En revanche, ça ne va pas fonctionner pour la multiplication des nombres décimaux. Et en plus, ça va introduire l'idée qu'une multiplication, ça va forcément agrandir le nombre, ce qui est faux pour des nombres décimaux inférieurs à 1. Deuxième façon de voir la multiplication, tout simplement une multiplication sans addition. Par exemple, un calcul de proportionnalité ou le calcul d'une aire ou d'un volume. Une progression un petit peu plus précise au sujet de la multiplication par rapport à celle que j'ai pu évoquer pour l'addition et la soustraction. Donc à l'école élémentaire, au CP, on va chercher à connaître la table de 2. Cela peut se faire, comme je l'ai expliqué, en remarquant tout d'abord la diagonale de la table d'addition qui constitue la table de 2. En CE1, on va commencer l'apprentissage de la multiplication. L'objectif, ça va être de connaître les premières tables de multiplication de 2, comme en CP, de 3, de 4, de 5, et aussi de connaître les doubles et les moitiés de quelques nombres qu'on utilise assez souvent. Je pense par exemple aux nombres comme 50, 100, ce type de nombres assez simple. En CE2, on va commencer à apprendre à décomposer un produit de facteurs. Par exemple, savoir que 3 fois 15 c'est égal à 3 fois 10 plus 3 fois 5. Ou encore, on va essayer de composer deux produits qui ont un facteur commun. 327, c'est 300 plus 27, donc 3 fois 100 plus 3 fois 9. Dernier gros élément qu'on va apprendre en CE2, à étendre la règle des zéros. 6 fois 50, on sait que 50 c'est 5 fois 10, donc 6 fois 50 c'est égal à 6 fois 5 fois 10, donc 30 fois 10, donc 300. C'est plus simple de calculer une multiplication comme cela. En CM1, on va apprendre la propriété de linéarité de la multiplication. On va commencer à introduire des coefficients de proportionnalité et on va introduire la technique de multiplication posée, ou du moins une technique puisque évidemment il en existe plusieurs. Et enfin, en CM2, on va introduire la multiplication, cette fois non plus uniquement avec des entiers, mais également avec des nombres décimaux. Ça impliquera évidemment de bien connaître la numération décimale, c'est-à-dire j'entends par là, si on multiplie un nombre qui possède deux chiffres après la virgule fois un nombre qui possède un chiffre après la virgule, on va obtenir un nombre qui possède trois chiffres après la virgule. La dernière des quatre grandes opérations, donc la division, on va commencer comme pour tout le long de cette vidéo par la classification des situations modélisées par des divisions. Donc on peut voir la division comme un partage. Donc il y a deux termes de vocabulaire qui y sont associés. La division partition, dans laquelle on va chercher la valeur d'une part. Par exemple, j'ai 30 bonbons et je fais 6 paquets de bonbons. Combien est-ce qu'il y a de bonbons dans chacun des paquets? Ou encore la division quotition, dans laquelle on va chercher le nombre de parts. Par exemple, j'ai 30 bonbons, j'ai fait des paquets de 5 bonbons, combien ai-je de paquets? La division, on peut aussi la voir comme un rapport entre des grandeurs. Comment est-ce que on va relier le côté d'un carré à son périmètre? En l'occurrence, ça va être côté fois côté, à son aire, pardon. La division, ça peut aussi être le calcul d'une moyenne ou une grandeur quotient associée à deux grandeurs de nature différente. Par exemple, une vitesse qui va être égale à une distance sur une durée.
Dernière progression pour cette vidéo, donc la division à l'école élémentaire. On aborde la division en CE1 un petit peu en même temps que la multiplication, en sachant reconnaître un problème de division via les notions qu'on a évoquées, partage et groupement, et également en apprenant à écrire une division, si nécessaire avec reste lorsque la division euclidienne en contient, pour l'étape de multiplication de 2 à 5. Par exemple, 33 égale 6 fois 5 plus 3. En CE2, on va apprendre à réaliser une division sans reste, puis avec reste via le calcul mental. Non plus comme en CE1 où on partait vraiment d'écriture des tables de multiplication pour trouver celle d'une division. En CE2, on commence aussi à comprendre la nécessité d'une technique opératoire. C'est-à-dire qu'avec la division, il est beaucoup plus difficile de calculer un quotient et un reste quand on divise un grand nombre par un tout petit nombre. Et ensuite, on va chercher à comprendre les différentes techniques opératoires de la division. Donc d'abord, la division soustractive, on va soustraire le quotient, puis le soustraire encore, puis le soustraire encore, et on va compter combien de fois on aura soustrait. Et ensuite, on essaiera de comprendre la technique opératoire de la division posée. En CM1, on va apprendre à poser et donc à effectuer cette division euclidienne de deux nombres entiers. Et en CM2, on va un petit peu prolonger ça en apprenant à diviser un nombre décimal par un nombre entier.